Bienvenue sur MedTalks, le podcast qui discute sans filtre des coulisses de la health tech avec des fondateurs et des fondatrices du monde de la santé. Autrefois soignante pendant 10 ans au service des patients et des équipes, j'aide aujourd'hui les startups de la santé à trouver les mots pour parler des mots. Je m'appelle Naïma Raël et je vous invite à plonger avec moi au cœur d'histoires et d'entretiens avec les fondateurs qui révolutionnent la health tech. Dans cet épisode, je reçois aujourd'hui Aymeric Ruby, cofondateur de la start-up lyonnaise Pulse Santé. Pulse Santé, c'est un logiciel de gestion tout en un pour les prestataires de santé à domicile, qu'on appelle aussi les PSAD, et les acteurs du maintien à domicile. Pour resituer un peu leur mission, les PSAD assurent la mise à disposition à domicile des services et des dispositifs médicaux nécessaires au traitement des patients, comme des systèmes de perfusion, d'assistance respiratoire et d'insulinothérapie, par exemple. Et il coordonne les soins à domicile. Avec Aymeric, aujourd'hui, on va discuter de son aventure entrepreneuriale, de product management en santé, mais aussi des évolutions réglementaires et des challenges qu'ils peuvent représenter pour une start-up en pleine croissance. Si vous appréciez cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Bonne écoute. Salut Aymeric, comment vas-tu ? Salut Naïma, ça va, merci. Et toi? Super, ça va, écoute, ça va très bien, je te remercie. Je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui dans MedTalks. On va pouvoir discuter de plein de sujets intéressants, donc ça me fait très plaisir que tu aies accepté mon invitation. Alors, tout simplement, je pense que le plus simple, ce serait par rapport à ton histoire perso et pro, de commencer par le début. Aujourd'hui, tu es le cofondateur de Pulse Santé, on va y revenir, qui est aussi une entreprise familiale, une start-up dans le domaine de la santé. Globalement, qu'est-ce qui t'a amené à l'entrepreneuriat ? Pourquoi Pulse Santé ? Ok. Alors, je vais revenir quelques années en arrière. Effectivement, avant de lancer Pulse, j'ai fait des études. J'ai une formation commerciale en école de commerce. J'ai touché à pas mal de choses. J'ai fait des stages en finance, dans une grande start-up aussi à l'étranger. Puis j'ai fini par commencer à avoir un CDI en conseil, en stratégie, parce que c'était déjà en école, c'était très valorisé et c'est très formateur. Et effectivement, c'était formateur, c'était stimulant intellectuellement. On apprenait à travailler vite, à travailler bien. Je travaillais pour des grandes sociétés pour les aider sur des projets long terme, par exemple. Voilà, je travaillais sur les véhicules électriques, l'hydrogène, les différents cas d'usage, donc énergie, en banque, mais aussi en santé, pour des grandes sociétés françaises et étrangères. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans, 2, 3 ans, et assez rapidement j'ai été un peu frustré de pas être plus au cœur de l'action. Parce que je donnais des recommandations à des grands dirigeants, et puis ça pouvait rester lettre morte. Ça, c'était une des premières raisons. Deuxième raison, c'est que j'ai été assez vite admiratif des gens, des entrepreneurs qui lançaient des startups. Je trouvais ça vachement fort. Et dans mes premières années de travail, de ma vie active, j'ai rencontré des entrepreneurs qui m'ont beaucoup inspiré, que je trouvais très charismatiques, qui avaient un retour d'expérience ultra intéressant, qui avaient réussi à chambouler des industries dans tous les secteurs que j'ai pu les rencontrer. Pas forcément la santé, j'ai pu les rencontrer en perso ou alors en école de commerce via les échanges ou les gens que j'ai pu rencontrer. Donc voilà, ça m'a beaucoup inspiré. Et donc je cherchais entre guillemets une idée pour me lancer. Ok, et donc ça s'arrête là au niveau du conseil et de la stratégie, et c'est à ce moment-là que tu as basculé ? Et exactement. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai basculé. Donc je cherchais une idée depuis assez longtemps, même depuis l'école. Euh, et en fait, l'opportunité s'est présentée assez naturellement. À la base, j'ai 2 parents qui sont dans la santé. J'ai une mère qui a été pharmacienne, puis qui a travaillé en industrie pharma. Mon père aussi en industrie pharma, et qui a monté un prestataire de santé à domicile. Et dans le domaine dans lequel Pulse Santé évolue. Mon père, un jour, me dit j'en ai marre de mon logiciel, toutes mes équipes s'en plaignent et ça nous freine, ça nous bloque dans notre travail, dans notre expansion.
Donc moi, à force d'entendre ça, je finis par lui dire, bah, montre-moi, peut-être que je pourrais vous aider, peut-être que je pourrais aider tes équipes à l'utiliser. Voilà, comme j'aide quelqu'un à utiliser Excel, comme on aiderait quelqu'un à, à utiliser mieux Excel ou son ordinateur. Voilà. Et je regarde, donc je vais dans les bureaux, je vois les équipes, et je vois à quoi ressemble le logiciel. Et effectivement, c'était pas du tout intuitif. C'était un logiciel qui était très vieillot, qui l'interface elle ressemblait plutôt à un Excel des années 90. Euh, il y avait que les admins, donc deux, trois personnes dans la société qui comptait 30 personnes, qui l'utilisaient uniquement pour de la facturation ou quelque chose. Donc en plus de ça, la société de mon père, les employés devaient utiliser d'autres outils, des Excel pour gérer les plannings, un WhatsApp pour échanger. Évidemment, c'était pas du tout sécurisé, et puis c'était pas du tout efficace parce qu'il y a plein d'outils qui communiquent pas entre eux. Et très vite, je me suis rendu compte que le logiciel qu'ils utilisaient pour facturer et pour gérer les dossiers patients, il n'était pas du tout à la hauteur. Il n'était pas intuitif, il n'était pas simple d'utilisation, et il y a même des choses qui ne permettaient pas. Il y avait des gros manques dans la gestion de la société. Alors une partie, je pense, est imputable au logiciel de gestion, et une autre peut-être est imputable à leur organisation en interne. C'est peut-être pas que la faute du logiciel, mais il y avait des patients, par exemple, qu'ils n'avaient pas visités depuis plus d'1 an, alors que la réglementation l'imposait dans certaines pathologies. Donc, il y avait des manques. Il y avait une grosse insatisfaction vis-à-vis de ce logiciel, et on s'est dit, il y a quelque chose à faire, Donc, probablement. donc du coup, je vois que ce que tu me dis, au demeurant, ton constat il venait de ton papa qui avait ce PSAD. Après, quand tu as cerné le besoin, comment tu as fait en fait pour le valider? Est-ce que tu es allé voir d'autres PSAD pour avoir un peu Bien plus de sûr, hauteur sur le marché? bien sûr, bien sûr. On s'est dit, on s'est dit, bon, c'est intéressant, et peut-être que c'est un seul exemple isolé, un cas isolé. Donc, on est allé interroger d'autres prestataires, et en fait, beaucoup de gens avaient le même constat. Ils n'étaient pas satisfaits de leur logiciel. Puis je commence à me renseigner. Tiens, c'est le logiciel leader du marché. Ah, c'est intéressant. Ah, d'accord, d'autres personnes sont pas satisfaits. Ah, d'accord. Ah, le service client non plus, il n'est pas à la hauteur. Donc finalement, il cochait beaucoup de défauts. Les gens n'étaient pas satisfaits, et c'était le leader du marché. Et à partir et on s'est dit que là, il y avait vraiment quelque chose à faire. Là, on pensait avoir en plus de ça, donc le logiciel n'était pas à la hauteur. Le secteur de la prestation de santé à domicile, c'est un marché qui est porteur. Mm. Avec le vieillissement de la population, le développement de l'ambulatoire, voilà, la prévalence des maladies chroniques qui augmente, le diabète, l'apnée du sommeil, la vente de matériel médical. Donc on s'est dit, voilà, c'est un marché porteur. Le logiciel de gestion dans ce marché-là, il n'est pas à la hauteur. Il y a quelque chose à faire. La question suivante, c'était est-ce que on arriverait à faire un logiciel qui soit à la hauteur? Et c'est là où on a commencé à contacter des personnes de confiance. On a notamment contacté David Meirelles de la société Pixid, qui était un développeur spécialisé santé justement, qui avait une SS2I et qui a été assez vite emballé par le projet et qui a été on board avec nous rapidement pour ça, qui nous a rassurés en nous disant moi je pense que c'est possible à telle échéance, je pense qu'on peut faire ça en 1 an, 2 ans et ça coûtera tant. Alors moi, quand tu me racontes tout ça, j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit. La première, c'est, tu as dit plusieurs fois on. Donc du coup, j'imagine que dans la création, vous étiez plusieurs. Tu m'avais mentionné que c'était une entreprise familiale. Donc la première, c'est dans quelle mesure ça a impacté le projet et c'est quoi de bosser en famille. Et ma deuxième question, c'est le fait que tout à l'heure, tu évoquais que tu viens pas du domaine de la santé. C'est vrai qu'autour d'un PSAD, il y a plusieurs parties prenantes. Il y a aussi une certaine réglementation. Voilà, il faut un peu essayer d'envisager, de comprendre les pathologies. Est-ce que ça t'a intimidé? Est-ce que t'as eu peur de sauter dans le grand bain? Comment ça s'est passé? Ouais, alors d'abord la première question, la famille, effectivement, c'est un projet collectif, c'est une aventure familiale. On est 4 associés fondateurs à l'origine. Donc mon père qui finalement nous a juste, enfin qui nous a mis le pied à l'étrier très très clairement, qui nous a montré l'opportunité et qui nous a financé. Mais il n'était pas avec nous au quotidien. Au quotidien, c'est vraiment David que je connaissais pas, qui était un ami de longue date de mon cousin Simon, qui nous a rejoints. Donc en fait, au quotidien, c'est David, Simon et moi. D'accord. Simon et moi, on a une
formation commerciale, on n'était pas du tout du monde de la santé. David est développeur de formation et a travaillé et a développé des applications dans la santé pour plusieurs professionnels de santé depuis 10 ans. Donc c'est peut-être lui qui avait le plus d'expérience. Après, donc oui, c'est une aventure familiale C'est et ton on a frère, tout de si suite. je me trompe pas. C'est mon cousin. C'est ton cousin, d'accord, pardon. Ok. Voilà, et on travaille en duo et on pourrait y revenir après, Naïma, si tu veux, mais c'est vrai que c'est intéressant comme modèle. Euh, et, euh, et on a tout de suite voilà voulu lancer. Voilà, on se connaissait, donc mon père et Simon, on se connaissait, et on s'est dit que ça pouvait marcher, qu'on pourrait fonctionner ensemble. David, je connaissais pas, mais Simon avait absolument confiance. Et effectivement, enfin, David, c'est une personne formidable et on travaille très bien, je trouve. Après, sur la deuxième question, est-ce que ça nous a intimidés? Oui, oui, très clairement. On a eu peur au début, et en même temps, c'est le côté stimulant. On découvre quelque chose qu'on ne connaît pas, et ça faisait aussi partie de mon travail d'arriver en tant que consultant. J'étais dans cette posture où je devais découvrir une industrie et formuler des recommandations à des gens dont c'est le métier, qui connaissent le secteur depuis 10 ans. Donc, j'ai l'habitude d'interroger des experts, de documenter, de lire, de comprendre comment ça fonctionne. Et de ce point de vue-là, on a été très privilégiés parce que on a rapidement réussi à avoir des clients pilotes qui nous ont expliqué le métier, qui nous ont montré comment ils travaillaient au quotidien. Donc, j'ai appris en fait avec eux le métier. Et effectivement, la prestation de santé à domicile, c'est très large parce qu'il y a plein de métiers. Il y a l'assistance respiratoire qui englobe l'apnée du sommeil, la ventilation, l'oxygénothérapie. On en a beaucoup parlé pendant le Covid, où les patients sous oxygène, ils étaient finalement déplacés de l'hôpital à la maison, au domicile pour libérer des lits. Il y a aussi de la perfusion à domicile, de la nutrition, de la cicatrisation post-opératoire, de l'incontinence et de la livraison de matériel médical. Donc c'est vraiment très large et donc il y a eu plein de métiers à appréhender et à découvrir. Hmm. C'est super intéressant, justement, ça nous permet de faire une transition vers le Covid. Si je me trompe pas, la boîte a été créée aux alentours 2019. C'est ça. Ouais. Euh, J'allais te demander quelles a été les premières étapes les plus challengeantes au moment de la création de la boîte, mais du coup, on n'est pas très loin aussi de la période du Covid, qui a forcément, comme tu dis, beaucoup impacté Pulse Santé par rapport à l'assistance respiratoire. Ouais. Ça a été quoi le développement, les premiers challenges du développement au tout départ? Alors pour le Covid, c'est une question, c'est drôle, on me la pose souvent, et parce qu'effectivement le projet Pulse, il est concomitant au Covid, à la Covid, et, euh, et en fait c'était plutôt bénéfique pour nous, plutôt parce qu'on avait envie de faire d'avoir un modèle de formation en visio, donc à distance, ce qui n'était pas du tout la norme dans l'industrie, où nos concurrents, ils se déplacent, ils font des formations physiques où les prestataires sont très demandeurs d'avoir du contact en physique. Le Covid a complètement changé ça et ça a été complètement admis depuis le Covid de tout faire à distance, en visio. Et ça a été super pour nous parce que les gens se sont rendus compte qu'on pouvait très bien faire des formations en visio. Et je peux vous partager un écran, je peux prendre le contrôle du PC de mon interlocuteur à distance. Donc ça a été génial. Donc facilitateur pour les opérations, si vous voulez, pour les formations de support client. Pour le commercial, l'impact il est plutôt positif parce que effectivement il y a eu un besoin. Je pense qu'en assistance respiratoire il y a eu plus de patients à prendre en charge, donc plutôt plus. Dans les autres pathologies, en post-opératoire notamment, comme les blocs ne tournaient pas ou tournaient à vitesse réduite, il y avait moins de patients qui sortaient du bloc. Donc un impact, donc moins de patients à prendre en charge à la sortie de l'hôpital. Donc l'un dans l'autre, c'était globalement positif en termes commerciaux. Après, à la question, effectivement, qu'est-ce qui a été le plus challengeant? Le Covid n'a pas été le truc le plus challengeant pour Pulse Santé. Je pense qu'il y a eu trois aspects qui ont été très challengeants. Le premier, c'était le commercial au début. Au début, on est personne, on est une jeune société, personne ne nous connaît, et il faut passer par du démarchage. Il faut appeler des gens qui vous connaissent ni d'Ève ni d'Adam et leur expliquer que vous proposez un super logiciel et que c'est génial et que s'ils veulent, ils ont une super réduction de 50% tout de suite. Mais attention, il y a plus beaucoup de place. Voilà. Faut être dans cette attitude-là et il faut accepter de faire ça des heures et des heures pendant des semaines et se prendre des refus au téléphone. Donc ça, c'est un peu dur personnellement, mais ça passe. Moi, c'est quelque chose que j'avais déjà fait, donc c'était pas si dur que ça. Le deuxième truc le plus dur qu'on n'avait pas anticipé,
Clairement, c'était la difficulté, la gestion du produit. Le fait de mettre un outil entre les mains à des clients, même si c'est des clients pilotes, même si on leur dit que c'est un bêta, même si on leur dit que c'est préliminaire, eh bien, ils vont tout de suite vous donner toutes les pistes d'amélioration qu'ils ont et tout ce qui va pas dans leur quotidien. Et là, on s'est rendu compte très vite de la masse de choses qu'on avait mal faites, des fonctionnalités qui marchaient pas, des choses qui restaient à développer. Et on s'est rendu compte qu'il y allait avoir un gros travail d'amélioration produit au long cours. Le troisième, et je pense que ce qui nous a vraiment mis par terre sur 2 jours, il y a eu 2 jours très très compliqués, je pense, les 2 jours les 2 jours les plus sombres de Pulse. C'était pas loin de mars 2021 quand il y a eu l'incendie OVH. Oui. Je sais pas si vous vous en souvenez. Ça a mis en PLS pas mal de sociétés en fait parce que des grosses sociétés, hein, des ministères qui n'avaient plus accès à des services. Et à peu près dans cette période-là, il y avait aussi WhatsApp et Facebook qui étaient en panne. Ouais, je me souviens. Et ben à cette période-là, c'était pas les mêmes jours, mais on a eu notre hébergeur qui tombait en panne pendant 1 jour complet, 1 jour et demi. Et là, ça a été le jour le plus dur de ma vie parce que Pulse ne marchait pas. Et mes clients qui devaient livrer des patients à domicile pour des choses parfois urgentes, ils ne pouvaient pas se connecter à Pulse, ils ne pouvaient pas retrouver qui ils devaient aller voir et quand, et leur adresse, et tout ça. Donc, branle-bas de combat, et on a trouvé une solution court terme. Donc, on a pu réussir à exporter des fichiers Excel pour leur envoyer leur tourne et leur planning de livraison. Et on a évidemment, on avait la boule au ventre évidemment, et on s'est dit que c'était la fin de Pulse. Et finalement, notre hébergeur a trouvé le problème au bout d'1 jour et demi, et tout est revenu en ordre. Évidemment, les clients nous appelaient au téléphone. Toutes les 30 secondes, on avait un appel téléphonique pendant cette journée-là. Ça nous a fait beaucoup réfléchir. On a changé d'hébergeur parce que on a pris 0 risque sur l'hébergeur. On a pris l'hébergeur qui avait un agrément HDS, hébergement données de santé, qui était le plus gros du marché, qui était le plus safe entre guillemets. Et on a aussi pris des mesures en cas de service dégradé. En cas de panne, on a fait en sorte que l'application mobile puisse fonctionner en mode lecture, c'est-à-dire que tu puisses accéder aux données sans pouvoir faire de manipulation. Donc à minima, si jamais cela se reproduit, on ne sera pas autant impacté. Ça, donc finalement, c'était un mal pour un bien. Donc ça, c'est intéressant. Vous avez pu itérer le logiciel en fonction de ça. Et justement, en parlant d'itération, je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu m'as expliqué que vous avez eu des patients, enfin des entreprises, des PSAD pilotes. Ouais. Le logiciel ancien était pas du tout à jour et pas du tout ergonomique. Est-ce que ça a été un challenge pour toi de communiquer avec les équipes en santé et de réussir en fait à construire un projet qui était conjointement tech et santé avec des personnes qui venaient pas du tout de la tech? Ouais, c'est une très bonne question. Effectivement, le secteur de la santé, je pense qu'il est sous-digitalisé par rapport à d'autres secteurs, et c'est un secteur où on trouve beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique. Et j'ai beaucoup d'infirmiers qui me le disent très ouvertement quand je les ai en formation en support client. Ils me disent, alors, avertissement, considère que je suis un enfant de 5 ans, enfin, considère que je suis nul et parle-moi comme un enfant pour m'expliquer des trucs. Donc voilà, on s'habitue à tous les niveaux de maturité, enfin d'appétence en informatique. Et oui, on a des résistances fortes des salariés, de nos interlocuteurs en santé. Pourquoi? Parce qu'ils ont des habitudes de travail, ils ont des habitudes avec des anciens logiciels, un peu comme n'importe qui. Et il faut arriver à déconstruire ces habitudes et leur montrer comment ça marche un autre logiciel et comment surtout leur donner envie, leur montrer comment ils vont gagner du temps. Et ça, c'était un gros sujet parce que il faut que ce soit très simple d'utilisation pour des infirmiers. Il faut vraiment que ce soit le plus simple d'utilisation possible parce que avant, le logiciel dont je parlais, qui n'était pas ergonomique, finalement, il n'y avait que les administratifs qui l'utilisaient, et donc ça dérangeait personne. Et puis, les admins, c'est leur travail. Elles vont prendre du temps, elles vont essayer de comprendre. Là, les infirmiers, s'ils n'y arrivent pas, ils vont pas essayer de comprendre. Ils vont prendre un papier. Ils vont revenir à la méthode ancienne. Donc, faut vraiment que ce soit facile d'utilisation pour que ça marche. Et ça, on pourra y revenir, hein, c'est tout l'enjeu de la gestion du produit.
Si tu livres une fonctionnalité qui n'est pas au rendez-vous, qui n'est pas assez intuitive, ça va pas marcher. Et nous, on s'est rendu compte que en fait, 90% du temps, quand on livrait une nouveauté, c'était pas au niveau. Ça répondait pas à l'enjeu initial. Donc, il y a eu énormément d'itérations et on a fini par avoir une approche produit qui soit très itérative, même avant même de sortir quelque chose. On demande, on fait des maquettes et on demande à nos clients, à des clients pilotes, on valide avec eux que ça leur convient et qu'ils vont savoir l'utiliser et que ça les aide. Voilà. Et moi l'exemple donc ça c'est côté client, parce qu'on a des clients qui sont des admins, des infirmiers, mais on a aussi des clients qui ne payent pas le logiciel, qui sont des médecins. Ils ont un espace prescripteur auquel ils peuvent se connecter pour accéder aux dossiers patients, parce que les prestataires travaillent avec des médecins, évidemment. Et les médecins, c'est peut-être les personnes les plus difficiles, parce qu'ils ont pas beaucoup de temps. Vraiment, ils n'ont pas beaucoup de temps, et non seulement ça doit être facile d'utilisation, mais ça doit être très rapide. Le nombre de clics, sur les médecins, on compte le nombre de clics pour réaliser une action. C'est essentiel. Et si je peux te donner un exemple, Naïma, la plus grosse difficulté qu'on a en ce moment, c'est la double authentification, c'est-à-dire que le médecin, il doit mettre un mot de passe et en plus un code secret qu'il peut connaître à l'avance, c'est pas grave. Mais ce code secret, c'est un frein pour énormément de médecins. Ils ne vont pas utiliser Pulse ou ils n'aiment pas Pulse parce qu'ils ont un code secret à renseigner, alors que c'est réglementaire. Je vois ce que tu veux dire. J'aurais 2-3 questions par rapport au product management avant et le fait de gérer une croissance et un contexte de loi changeant quand tu dois adapter un logiciel. Mais là, j'avais une question par rapport à ce que tu viens de dire. C'est intéressant parce que tu parles des médecins et le fait que cette double authentification, elle est compliquée pour eux. Alors, tu me détromperas si c'est pas le cas, mais j'ai l'impression que dans la santé, tu sais, il y a une certaine résistance au changement chez les professionnels de santé. Alors moi, j'en ai une interprétation. J'ai l'impression que on sait tous que c'est des professionnels qui ont une importante charge de travail et que chaque changement avec le temps de formation que ça sous-entend, c'est parfois perçu comme une contrainte, alors que à moyen et long terme, ça peut être une évolution. Est-ce que toi, dans le déploiement du logiciel, quand tu parles avec les équipes, tu sens des grincements de dents? Est-ce que le changement, c'est compliqué pour les équipes? Alors, le changement au sens large ou le changement réglementaire? Plutôt au sens large, le fait de changer les pratiques quotidiennes des équipes, en déployant par exemple un nouveau logiciel. Alors oui, j'ai envie de dire, c'est humain. Enfin, c'est normal d'avoir une résistance au changement. C'est humain parce que ça nous sort de notre zone de confort. C'est normal. Et alors, nous, on est un logiciel de gestion. On est le logiciel de travail de 2000 personnes à peu près. Donc, quand on vous change votre logiciel de travail, ça bouscule énormément de choses, énormément d'habitudes et c'est critique pour vous. Donc vous êtes tendu. C'est normal. Nous, notre enjeu, c'est de les accompagner et de leur donner envie, de leur montrer qu'ils vont gagner du temps. Et de leur montrer comment ça fonctionne. Et on est très patient, on essaye d'être très pédagogue. Donc ça fait partie de notre travail. Et oui, on constate des résistances, mais on les accompagne au mieux. Après, d'un point de vue réglementaire, sur la santé, oui, il y aurait beaucoup de choses à dire et j'imagine qu'on va revenir dessus. Il y a un gros décalage entre la théorie, entre ce que doivent faire les prestataires, ce qui est marqué dans la loi, et en pratique ce qu'ils font. Par exemple, c'est connu, beaucoup de gens le font, ils préparent les ordonnances pour les médecins, pour qu'il n'y ait plus qu'à tamponner les ordonnances. Pourquoi? Parce que ils sont pas autorisés à le faire, mais s'ils le font pas, ils n'ont personne qui veut travailler avec eux. Il y a des prestataires dans des endroits en France, dans des zones, dans des déserts médicaux, ou même pas forcément, des endroits où tous les médecins leur disent merci de m'apporter les ordonnances. Parce que, ils savent pas remplir une ordonnance. Alors, c'est pas n'importe quelle ordonnance, c'est des ordonnances spécifiques, avec des surfaces spécifiques. Il y a des ordonnances Pertadom en perfusion, il y a des demandes d'accord préalable et des demandes d'entente préalable en respiratoire. C'est des ordonnances spécifiques que les médecins n'ont pas été formés pour remplir, par exemple. Donc, ils demandent à les secrétaires de le faire, ou alors ils demandent aux prestataires de le faire. Et ça, voilà, c'est un exemple de choses que le logiciel doit vous permettre, alors que c'est pas du tout prévu par la loi. Donc, c'est quelque chose qu'on a découvert sur le terrain, finalement. Qu'en fait, c'était un prérequis.
Ça pour t'a avoir de mis nouveaux mal à clients. l'aise et comment toi, t'as géré en termes de conception et même humainement par rapport à ta vision de ta propre entreprise? J'imagine que tu t'es pas senti super sécure quand tu l'as appris. Alors, ouais, parce que ça pose un risque juridique pour Pulse Santé. Ça pose un risque. Nous, comment on essaie déjà en formation, on prévient nos clients que c'est pas comme ça qu'ils devraient faire. Mais bon, si jamais ils veulent quand même le faire, on leur met dans le logiciel un message d'avertissement. Hmm. Et comme ça, on se dédouane, on les avertit et ça nous dédouane quelque part. C'est leur responsabilité qu'ils engagent. Pareil, si un médecin a des identifiants pour accéder au dossier patient, il donne ces identifiants à des secrétaires. À sa secrétaire, comme pas mal de médecins le font, c'est sa responsabilité qui est engagée, c'est pas la nôtre. Ouais, je comprends. Je vois ce que tu veux dire. Ça nous permet de faire une petite transition sur ce que tu m'avais expliqué hors micro. C'est vrai que les PSAD, en ce moment, on va y venir, ils sont soumis, on va dire, à un contexte législatif assez particulier qui va beaucoup impacter Pulse Santé, le logiciel que vous développez. Donc, je pense que ça peut être intéressant d'y revenir. Je vais essayer de le résumer très synthétiquement en deux, trois phrases. Ok. Alors, à partir du 1er juillet 2024, les PSAD devront avoir une certification dont le référentiel a été écrit par la Haute Autorité de la Santé pour avoir encore accès à certains remboursements. Et donc, à côté de ça, il y a une proposition de loi qui a été déposée pour modifier le statut des PSAD, parce que la FEDEPSAD euh, communique un manque de reconnaissance de son statut, et donc il y aurait une évolution de prestataire de santé à prestataire de soins à domicile, ce qui va permettre d'élargir les compétences vers des domaines comme la dialyse, l'immunothérapie, le soin palliatif, la chimiothérapie, qui sont des domaines cruciaux pour accélérer un peu le virage ambulatoire, qui est déjà en Ouais. cours depuis plusieurs années. Et, et c'est vrai que, alors toi, tu m'expliquais que ce que tu as perçu, c'est que les PSAD ont une vision de cette évolution qui est assez mitigée, parce que qui dit nouveau statut dit forcément qu'il faut ajuster la conformité, une nouvelle démarche qualité, sans toujours des revenus qui sont conséquents. Donc c'est aussi vécu comme une contrainte. Et au milieu de tout ça, il y a le logiciel de Pulse Santé. Donc comment vous, à un niveau technique, euh, et même à un niveau partenarial, comment vous allez vous adapter à tous ces changements et la question plus globale, c'est quand on gère un logiciel de santé, comment prendre de la hauteur et réussir à gérer une croissance avec toutes les itérations, tous les tests que ça demande au quotidien. Waouh, ok, beaucoup Ouais, je d'éléments. suis désolée, j'ai un peu chargé. Ok. On va y aller doucement. Fais comme tu le sens. Ouais, ok. Moi, je vais commencer avec le réglementaire. Oui, les prestataires, ils souffrent d'un manque de reconnaissance, c'est évident. Il y a plusieurs syndicats représentatifs qui le disent. L'UPSADI, la FEDEPSAD, l'UNPDM. Euh, il y a, parce que en fait, les Français et les professionnels de santé, ils connaissent les infirmiers libéraux, ils connaissent les pharmaciens, ils Mm. connaissent les médecins, mais ils connaissent pas les prestataires de santé à domicile. Alors que les prestataires, ils prennent en charge 2-3 millions de Français chaque année en France. C'est colossal. Et ça représente 30 000 de salariés. Donc, d'où vient ce décalage finalement? Bah, c'est parce que les prestataires, ils n'ont pas forcément, ils n'ont pas le statut de professionnel de santé, effectivement. Il y a bien d'anciens infirmiers libéraux ou hospitalières qui deviennent salariés d'un PSAD ou qui montent leur agence, leur prestataire, mais c'est pas le même statut. Et il y a beaucoup de personnes finalement qui n'ont pas un diplôme médical dans l'assistance respiratoire, donc typiquement des techniciens respiratoires, qui sont pas voilà reconnus comme des professions médicales, alors qu'ils aident, ils appareillent le patient, ils montrent comment fonctionne un dispositif médical et ils l'aident à utiliser un dispositif qui est parfois vital. Je pense surtout en oxygénothérapie. Donc voilà, manque de reconnaissance. Le contexte réglementaire pour les PSAD, c'est quoi? C'est qu'on leur baisse leurs tarifs de remboursement. La Sécu leur baisse chaque année leurs tarifs. Donc, alors qu'en parallèle, les prix ne baissent pas, ils Mm. continuent d'augmenter. Et il y a l'inflation, les coûts augmentent pour tout le monde. Donc, ils sont un peu étranglés, les prestataires. Et en plus de ça, on leur impose. C'est une bonne chose à la fois parce que ça va leur permettre d'être plus reconnus, d'être mieux reconnus. La certification de la HAS, je pense que c'est une très bonne chose. Mais il faut avoir en tête que ça va leur imposer des coûts supplémentaires parce que ça va les obliger à effectuer plus de choses, d'être dans une démarche qualité, par exemple, tracer les appels patients
ça va être une obligation. Donc, ça va leur prendre du temps. Ils vont devoir encore mieux gérer la désinfection des dispositifs médicaux. C'est-à-dire non seulement, avant, ils devaient reprendre un dispositif d'un patient, le mettre en désinfection, voilà, contrôler, désinfection, nettoyer et remise en service pour le livrer à un nouveau patient. Maintenant, ils vont devoir avoir des alertes tous les 6 mois, tous les ans. Voilà, même s'ils ne reprennent pas le dispositif, ils vont devoir aller chez le patient, nettoyer, désinfecter le dispositif. Donc tout ça, ça a un coût. Et donc pour eux, c'est compliqué. Donc ils recherchent un logiciel qui leur permette d'être dans cette démarche, qui les aide à se mettre en conformité avec la future certification. Et c'est clairement notre stratégie avec Pulse, c'est de les aider avec des outils simples d'utilisation et de les aider à gagner en productivité. Donc c'est clairement notre axe de communication et c'est tous nos efforts tendent vers ce but-là. Et nous, côté éditeur, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut qu'on anticipe toutes les évolutions réglementaires. Il y a la certification pour les prestataires, mais il y a énormément d'autres choses. Je pourrais parler de quand on facture la sécurité sociale, quand on télétransmet des factures, il faut se mettre à niveau parce qu'on a un agrément, nous, on a eu en 2020. Là, on va devoir se mettre à niveau parce que ça fait 3 ans et les normes évoluent. Par exemple, il y a aussi l'ordonnance numérique qui arrive. L'ordonnance numérique, le médecin va devoir se connecter sur un site de l'État, géré par l'État, pour préparer et signer des ordonnances. Ça nous impose du développement supplémentaire et de s'interfacer avec des sites existants. Et il y a plein d'exemples comme ça, il y a plein de choses qui évoluent dans la santé. C'est une super chose, hein. Je dis pas le contraire. Il faut absolument que le logiciel et l'info puissent communiquer d'un logiciel métier à l'autre. C'est génial, je pense que l'État va dans la bonne direction, il y met les moyens, il met les efforts. Je pense qu'il y a encore des lacunes sur la mise en œuvre, parce que typiquement sur l'ordonnance numérique, l'État demande au médecin de le faire, sauf qu'il n'y a pas de sanction derrière. Le médecin va pouvoir continuer à faire ses ordonnances papier comme il faisait avant. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Les éditeurs, ils doivent le faire. Ils sont obligés d'incorporer et en même temps, ils vont devoir garder garder la fonctionnalité de l'ancien système. Donc c'est un peu la double peine pour les éditeurs parce que les deux systèmes cohabiteront en parallèle. Donc plus de développement. Ça doit être une sacrée technique, ça doit être une sacrée routine au niveau technique. Comment tu arrives à gérer ça avec les équipes ? Ouais, je pense que c'est le plus gros de notre travail. Le plus gros de notre travail, c'est d'arriver à anticiper. On fait des roadmaps à 6 mois maintenant, où on s'est rendu compte que le meilleur fonctionnement, c'était de faire des roadmaps à 6 mois avec des gros développements. Si on fait pas ça, qu'est-ce qui se passe ? On a toujours plein de demandes. On a toujours des milliers de demandes à faire, des demandes d'amélioration qu'on nous remonte. Si on ne prévoit pas à 6 mois à l'avance, en fait, c'est les petites demandes, les demandes qu'on nous a faites récemment, ou les clients qui nous mettent la pression, et souvent les plus gros clients qui nous mettent la pression, ces demandes-là vont passer en priorité. Et finalement, c'est un peu la métaphore des gros cailloux et des petits cailloux dans un bocal. Si vous mettez les gros cailloux avant, il y aura toujours de la place pour les petits cailloux après. Et si vous mettez tous les petits cailloux avant, vous ne pourrez plus mettre les gros cailloux après dans le bocal. C'est exactement pareil. Il faut d'abord prévoir les gros devs et il y aura toujours un peu de place, un peu de temps pour les petits devs qui sont urgents, qui mettent en difficulté certains clients. Donc voilà, première réponse, on fait des roadmaps, on prévoit à 6 mois. Deuxième réponse, on évalue la pertinence d'une demande. Il y a plein de méthodologies qui existent dans la tech là-dessus. Il y a la méthodologie RISE, par exemple, qui propose, en fait, qui te permet d'évaluer une demande d'amélioration. Combien de tes clients elle va concerner? Quel va être l'impact? Est-ce qu'il est positif 1? Est-ce qu'il est méga positif 2? Est-ce qu'il est super méga important 3? Voilà, il y a plein de méthodologies. Ça nous permet de hiérarchiser les demandes d'amélioration et de vite arriver à dégager les priorités. Et ensuite, ce qui est compliqué, c'est que plein de clients nous remontent des demandes qui sont parfois proches, qui sont parfois similaires, qui sont un petit peu différentes, mais il faut arriver à faire le lien entre toutes ces demandes. Ah, mais attends, si on modifie ça, ça va aussi modifier ça. Ah, mais il faut absolument qu'on traite ces deux sujets ensemble. Voilà, donc ça demande d'avoir une vision un peu exhaustive. Par exemple, là, pour la prochaine version, on va améliorer la gestion des dispositifs médicaux. Ça demande de prendre toutes les demandes d'amélioration qu'on a eues sur ce sujet et d'essayer d'en traiter le plus possible, exhaustivement. Voilà, donc après, ça c'est ce qu'on fait maintenant. Je dis pas qu'on a été parfait dès le début, loin de là.
Avant, on était sur un développement itératif par petites touches, et il fallait finalement 3-4 itérations avant d'arriver à une fonctionnalité qui soit acceptable, utilisable par le client. Et là, je pense que maintenant, on est devenu bien meilleur à ça, et je pense qu'il faut 1 ou 2 itérations pour arriver à un résultat satisfaisant. C'est ça, peut-être le paradoxe de ton domaine, c'est que ça demande en même temps une anticipation et une vision d'ensemble au niveau réglementaire de ce qu'on vous demandera et en même temps des itérations à petites touches et à des petits niveaux. Donc ça ne doit pas être évident à conjuguer. Et ça me permet justement de rebondir sur la prochaine question, qui est peut-être plus entrepreneuriale et un peu moins en rapport avec la santé. J'allais te demander, c'est quoi ta vision du leadership quand tu gères les équipes? Euh, ouais. Alors Pulse aujourd'hui, alors en formation de service client, on est 7 personnes à peu près, Oui. dirigées par un tandem, Simon et moi. Entre parenthèses, ça me fait penser à quelque chose quand tu me dis que vous travaillez de cette manière. En termes de chiffres, vous avez combien d'utilisateurs globalement actuellement? Ouais, on a à peu près 2000 utilisateurs, un millier d'utilisateurs payants. Alors, Mhm. ça peut paraître pas énorme, mais faut pas oublier que c'est un marché de niche, hein, les Mhm. prestataires, il y en a 30 000 à peu près en France. Donc, on a un millier d'utilisateurs sur 30 000, Mhm. voilà, dans le marché. Et il y a aussi tout l'écosystème. On a des utilisateurs non payants qui sont des partenaires, des prestataires. Donc, les médecins, les infirmiers libéraux, les pharmaciens, il y en a à peu près 1000. Donc, au total, 2000 utilisateurs. D'accord. Et donc, du coup, comment on dirige une équipe pour servir ces 2000 utilisateurs? Comment on dirige une équipe? Eh ben, quand une société croît, il faut arriver à sortir la tête à lever la tête du guidon, prendre un peu de hauteur et arriver à déléguer. C'est critique, c'est essentiel en fait pour gérer une équipe. Et moi, j'aime bien mettre les mains dans le cambouis pour arriver à dépatouiller, voilà, à gérer des problèmes. Moi, j'aime bien donner beaucoup d'autonomie aux équipes, les responsabiliser un maximum et d'être un soutien en cas de besoin. Je suis un peu comme un coach que vous venez voir si vous avez des questions, qui est bienveillant mais en même temps exigeant, qui vous dit attendez mais t'as fait une connerie, t'aurais dû voir ça. Voilà, évidemment je regarde ton travail. Si tu as une question, je peux valider ton travail, vérifier que tout va bien, mais a priori je te laisse faire. Sauf si je vois quelque chose d'énorme, et là je et là je et là je recadrerai évidemment. Mais ouais, je pense que je suis assez je suis un peu comme un coach de ce point de vue-là. Je suis assez dans le style, je suis plutôt participatif comme manager dans le mode de gestion. Ça a été difficile pour toi de déléguer et de structurer l'équipe au début ou ça a été assez fluide? Euh, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Je pense que ça s'est fait avec le temps. On a testé pas mal de, enfin on a testé. On a commencé donc Simon et moi pendant quelques temps. On a recruté notre premier collaborateur, Mathilda, qui a été finalement chargé de formation support client, qui en fait avait son portefeuille de clients. Donc, chez Pulse, nos clients, ils ont un référent qui se charge des formations et avec qui ils échangent régulièrement. Donc Simon et moi, on avait chacun nos clients, notre portefeuille client. Mathilda, on l'a formée, elle a commencé à avoir le sien. Après, il y a eu Anaïs, après il y a eu Jamie, après il y a eu Martin, il y a eu Cécile. Voilà, ça fait 7 personnes. Et finalement, on avait besoin effectivement de quelqu'un qui gère et encadre l'équipe. Donc, ça a été le rôle de moi au début. Et puis, quand l'équipe a commencé à devenir trop grosse, comme c'est le cas maintenant, on a demandé à Mathilda d'assurer une partie de mes fonctions, donc de gérer la formation interne, c'est-à-dire faire en sorte que tout le monde soit à niveau de ce que permet le logiciel et de ce qui ne permet pas. Et voilà, donc à jour des dernières nouveautés, à jour des bonnes pratiques aussi, et on échange régulièrement sur voilà les questions qui nous ont remontées, quelles ont été les questions difficiles qui nous ont mis en difficulté, auxquelles on ne savait pas répondre. Donc il y a cette update, mise à jour que fait Mathilda régulièrement, que j'ai délégué. Moi, finalement, mon travail maintenant, c'est quoi? Je passe beaucoup de temps en commercial. Je fais un tiers de démos à des prospects qui veulent en savoir plus sur Pulse ou avec qui j'échange au long cours. Parfois, c'est des gros groupes et ils ont besoin de plein de réunions, d'être rassurés sur plein d'aspects avant de signer. Je fais beaucoup de gestion produit. Donc, gestion voilà, qu'est-ce qu'on va développer comme fonctionnalité,
Et donc, je prévois à 6 mois et je teste avant de livrer chez le client. Il faut bien tester, vérifier que ça fonctionne. Et après, je fais, dans le temps qui me reste, je fais moi-même de la formation support client et j'encadre les équipes. Donc, de cette partie-là, pardon, c'est beaucoup de choses. Ouais, c'est une sacrée polyvalence. C'est quand même une belle aventure, Pulse Santé. Et c'est justement ce que j'allais te demander. Depuis 2019, en tant qu'entrepreneur, parce que voilà, maintenant, tu es un entrepreneur avisé. Qu'est-ce que tu as appris depuis le début? Ouais, alors, aviser, on s'est lancé, on a commercialisé en 2020, donc ça fait 3 ans, mais ouais, 3 ans, c'est pas rien, clairement. Mais je pense pas être aussi avisé que des Steve Jobs ou des Elon Musk, c'est sûr. Mais Non, ouais, je pense que j'ai pas mal appris. ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, Pulse Santé, c'est quand même un acteur qui a une sacrée place dans son paysage, dans sa niche. Tout le monde n'y parvient pas dans son segment. Donc c'est pour toi, rétrospectivement, pardon, c'est difficile à dire depuis 2019. Ça pourrait être quoi la chose la plus importante que tu as appris en tant qu'entrepreneur? La leçon. Ouais, ouais, ok, je comprends la question. Je pense que ce qui nous a, ce qu'on avait complètement sous-estimé, et le conseil que je donnerais à des futurs entrepreneurs dans la santé ou ailleurs, hein, dans le logiciel en tout cas, c'est de se confronter le plus tôt possible au terrain. Mm. On parle souvent de MVP, minimally viable product, de prototype finalement. C'est vraiment, ouais, je pense que c'est la meilleure approche, une approche itérative parce que les clients, les utilisateurs vont faire énormément de retours et il y a rien de mieux pour améliorer son logiciel. C'est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui se lance en santé? Ouais, ouais, de commencer prototype le plus basique possible. Commencer avec ça Quel autre pour aller conseil? sur le marché le plus tôt. Ok. Quel autre? Ouais, c'est tellement mon conseil. Après, j'en ai plein, mais si, mais ça dépend un peu du secteur. Mais ça m'intéresse hein, vraiment, je veux dire, pour la santé. Après, même si on prend de la hauteur dans l'entrepreneuriat en général, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se lance aujourd'hui? Euh, Autre conseil que je donnerais, le plus général, dans tout secteur confondu, je pense que non, ça peut faire un peu de tarte à la crème, hein, c'est vraiment cliché, mais les équipes avec lesquelles on travaille, enfin, les personnes avec lesquelles on échange, donc les collaborateurs de Pulse, mais aussi des clients Pulse, c'est les personnes, enfin, c'est très important de bien s'entendre avec eux et de leur faire confiance, enfin, d'avoir des échanges intéressants avec eux. Les collaborateurs, évidemment, parce que vous allez finir par leur déléguer votre travail. Donc, il faut absolument passer du temps sur le recrutement. Le recrutement et la formation interne, c'est vraiment essentiel. C'est pas du tout du temps perdu. C'est un investissement long terme. Ça, c'est vraiment mon deuxième conseil. Et effectivement, troisième conseil, c'est d'essayer d'avoir le plus tôt possible des clients pilotes, parce que vous allez tisser des liens spéciaux avec eux. Vous aurez une relation privilégiée. Ils seront très transparents. Ils vous diront ce qui va pas dans le logiciel, ce qui va bien. Et ils vous feront des retours. Et si vous êtes au niveau, si vous faites les améliorations qu'ils demandent, je pense qu'ils seront très reconnaissants. Hmm. Ils seront clients fidèles et même ils pourront être des ambassadeurs de votre société. Ils feront du bruit. Et puis, le secteur comme le nôtre, les prestataires de santé à domicile, ça marche par le bouche à oreille. Il y a LinkedIn, d'accord, il y a des mails, mais c'est vraiment c'est parce que quelqu'un de confiance vous parle de Pulse Santé que quelqu'un va me contacter finalement. C'est vraiment la prospection la plus puissante. Il n'y a pas de secret. Ouais, c'est un petit milieu, hein, la santé. Hmm. Les gens se, ouais. C'est sûr. Je te pose deux questions pour terminer cet épisode de podcast. Mes deux dernières questions pour toi. Alors, on va commencer par la première. Si tu devais imaginer Pulse Santé dans 5 ans, où est-ce que tu te vois? Ouais, c'est drôle que tu poses cette question parce que on a eu il y a 2 jours l'accord de notre banque pour qu'on achète des bureaux. Donc, Félicitations. merci. Là, ça prend une nouvelle tournure. On n'arrêtait pas de déménager depuis 1 an parce que, enfin, tous les ans, depuis 3 ans, on déménage parce qu'on grossit. Et on avait un bail de 3 ans, comme d'habitude, hein, sauf que là, on va devoir partir parce qu'on est au maximum de la capacité des bureaux. Donc justement, on a fait l'exercice j'ai fait l'exercice
de me dire, OK, dans 5 ans, combien on sera? Voilà, très concrètement. Et donc là, on a acheté des bureaux pour être capable, avec les développeurs, d'accueillir jusqu'à 30 personnes dans Lyon. Je pense qu'à 5 ans, c'est à peu près ça. Notre plus gros concurrent, ils sont 80 collaborateurs. Je pense qu'on pourra faire leur travail à 30-40 personnes. Si on reste efficace et agile comme on est aujourd'hui. Après, donc ça c'est en termes, comment dire, concrets. Après, en termes de marché, comment va évoluer Pulse? Je pense que Pulse va être un produit tech de plus en plus interfacé à d'autres briques, d'autres outils, parce que l'État, c'est la direction que prend l'État français, que les outils numériques, que les logiciels dans la santé soient interfacés entre eux, ou qu'ils puissent échanger de l'information avec l'espace santé numérique, on l'a vu. Voilà, il y a plein de services qui vont dans ce sens-là, avec aussi la dématérialisation des factures, l'État qui a mis en place Chorus. Je pense aussi que le Pulse pourrait grandir en France. On est loin d'avoir épuisé le marché des prestataires. On n'a que 1000 utilisateurs clients alors qu'il y en a 30 000. Mais peut-être qu'à terme, on pourra se développer dans des marchés adjacents. Par exemple, les logiciels pour les infirmiers libéraux, les logiciels pour les EHPAD, peut-être. Peut-être que on proposera un outil de facturation pour les sociétés qui font de la vente de matériel médical en ligne et qui ont besoin d'un outil pour télétransmettre des factures. Voilà, donc je pense que la mission de Pulse en général, c'est d'aider les prestataires, ceux qui prennent soin des autres, à le faire rapidement, à le faire efficacement, pour les aider, voilà, à prendre en charge plus de patients. Je pense que ce serait une belle mission pour Pulse. Ouais. C'est sûr. Belle réussite. Dernière question, Aymeric, de cet épisode de podcast. Ouais. Si tu avais le pouvoir de changer un aspect du secteur de la health tech en France, lequel serait-il? Ouais, bonne question. J'en ai parlé tout à l'heure. J'ai donné l'exemple de l'ordonnance numérique qui était, je pense, bien pensée par l'État, qui est la direction dans laquelle il faut aller. Il n'y a pas de doute. Qui a été réformé, qui le met en place par l'État. Je pense que l'État, je ne sais pas si c'est une question de moyens ou de méthodologie, je pense qu'il n'a pas réfléchi suffisamment au problème. Pourquoi? Parce que moi, je constate que, comme je te disais tout à l'heure, les deux systèmes, l'ancien système, donc signer des ordonnances sur papier, et l'ordonnance numérique sont deux systèmes qui vont coexister, au moins en 2025-2026, je pense, parce qu'il n'y aura pas de sanctions, parce que les médecins pourront faire ce qu'ils veulent. Je pense que quand on a commencé à échanger avec l'État sur l'ordonnance numérique et qu'on a posé des questions aux représentants de l'État sur est-ce que vous avez pensé au cas où on signe où on doit signer une ordonnance mais qu'on doit antidater parce qu'on n'a pas eu le temps de la signer et que finalement la prestation a déjà commencé il y a 3 jours et il faut dater l'ordonnance d'il y a 3 jours. J'ai été toujours surpris parce que les représentants n'y avaient pas pensé. Et en fait, c'est comme s'ils découvraient un secteur, ils découvraient des pratiques. Ils découvraient qu'il y avait d'autres types d'ordonnances, que les ordonnances Bison. Il y a aussi des perfadom, il y a aussi des ordonnances DEP, DAP, alors que c'est quand même des CERFA officiels. Enfin, voilà, je suis un peu tombé de ma chaise parce que je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses auxquelles ils n'avaient pas réfléchi. Et ce qui est pourtant notre quotidien en nous en tant qu'éditeur de logiciels. Donc voilà, je pense qu'il y a un manque de méthodologie, peut-être de moyens, je sais pas, je pense pas, parce que je pense que l'État met les moyens. Il faut aller plus loin dans la réflexion et dans la mise en application des évolutions réglementaires. L'ordonnance numérique, c'est très bien, mais il faut que ce soit encore mieux pensé. D'accord, écoute, c'est noté, on en prend bonne note. Merci beaucoup, Aymeric, en tout cas, merci pour ta participation. C'est la fin de cet épisode. Un grand merci aux auditeurs et prenez soin de vous.